Oui, bonjour, ça va bien? Écoutez, si vous me permettez, j'ai pris beaucoup de notes et je me suis dit qu'il fallait que je sorte mes slides. Donc, si vous me permettez, je vais partager mon écran. Ça va? Vous êtes à l'aise avec ça? Oui, Super. Donc, est-ce que vous voyez présentement un bel écran noir très ou bien. presque? Oui. Super. Alors, ma première réflexion, en fait, ce que je voulais vous partager, c'est le fameux billet vert américain sur lequel c'est écrit In God We Trust. Et ça recoupe évidemment des trucs qui ont été dits par les deux personnes avant moi sur le fait que le fait qu'une monnaie fonctionne, c'est nécessairement la confiance qu'on lui donne. Et il y a quelque chose d'un peu religieux dans tout ça, je dirais. Et ici, présentement, le dollar absolu ou la devise absolue sur la planète, c'est celle des Américains, bien que la Chine et la Russie essaient bien, tant bien que mal de les déloger. Il reste que c'est juste une question de croyance. Et ce n'est pas pour rien que on entend souvent le discours que Bitcoin, c'est un environnement où est-ce que on fait de la fraude, etc. Mais selon dernièrement, ce que j'ai appris en écoutant ce petit podcast-là, donc Washington Regulation and Bitcoin Custody, c'est Peter Van Valkenburg. Donc, moi, j'étais tout à fait surpris d'apprendre qu'au final, selon une firme qui audite toutes les transactions de la blockchain, on parle de 0,34% des transactions de Bitcoin qui seraient illicites ou liées à ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Alors que de nos jours, si on veut faire du blanchiment d'argent de manière impunie, c'est pas Bitcoin que ça prend, c'est une charte bancaire. Ceci dit, j'aimerais vous parler un peu du concept de désintermédiarisation parce que David nous a amené sur le terrain de Napster. Ce qui était bien avec Napster, c'était que c'était totalement disruptif et on parle de désintermédiarisation des modèles d'affaires dans ce cas-ci où on peut dire aussi on enlève le middleman. Qu'est-ce qui s'est passé avec Napster, juste pour y revenir, parce que je tiens à contextualiser ce qui se passe aussi avec la blockchain. C'est qu'à l'époque, c'était une application qui permettait, c'était une agence de rencontre qui permettait ni plus ni moins à des gens de pouvoir échanger des MP3. Donc, personne, en fait, la plateforme n'avait pas les MP3, mais chacun des membres avait des MP3 à partager avec les autres. Et c'est ce qui a fait que ce dropout-là s'est ramassé sur la couverture du Time Magazine parce qu'il était sur le point de disrupter toute une industrie. Alors, qu'est-ce que l'industrie a fait à ce moment-là? Ils se sont attaqués au serveur de Napster, qui était ni plus ni moins l'agence de rencontre. Évidemment, les MP3 n'étaient pas sur leur serveur, mais ce serveur-là représentait ce qu'on appelle un one single point of failure. Donc, c'est la bonne vieille manière de pouvoir intervenir et s'assurer que le modèle préexistant puisse continuer à exister dans la mesure où on a du contrôle sur le nouveau modèle. Et si Napster avait été une DApp, donc, qu'est-ce que c'est une DApp? C'est une application distribuée. C'est ni plus ni moins l'équivalent d'un protocole qui est lancé sur un réseau et tous les points du réseau portent, si on veut, le code source de l'application. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas un centre de données central, il n'y a pas un endroit où on peut fesser pour pouvoir le faire fermer. Alors, qu'est-ce qui serait passé? C'est que les 52 millions d'utilisateurs de Napster auraient dû être arrêtés et être mis en prison pour faire cesser l'application. Alors, vous voyez qu'on a basculé totalement avec la blockchain, avec la possibilité d'avoir des applications distribuées et décentralisées. On vient de basculer totalement dans un univers où est-ce que ça devient très difficile. Alors, certains parlent de shutter down Internet pour pouvoir shutter down Bitcoin, mais les petites nouvelles, c'est qu'on est capable de faire des transactions Bitcoin avec des ondes courtes de radio. Alors, on n'est pas sorti du bois de ce côté-là. Donc, on parle évidemment, essayer de contrôler, et donc, dans le cas de Napster, il aurait fallu les mettre en prison, mais avec une DApp, c'est pas possible. On parle de distribution, et là, j'amène cette même logique-là dans le milieu de la finance. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé quelque chose récemment avec le stock de GameStop. Alors, et si GameStop avait été disponible via une application, un Robinhood, si on veut, mais décentralisée, distribuée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de ce que je connais de cette histoire-là? C'est qu'il y a eu une intervention parce qu'évidemment, tout le monde est en train de shorter, puis là, les brokers étaient obligés de vendre, en fait, de racheter leur propre stock. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu du tripotage
de sorte que certains utilisateurs ne pouvaient plus faire un type d'opération, c'est-à-dire vendre ou acheter. Écoutez, ce bout-là, je le comprends pas, mais il y a eu une intervention. Et on pourrait même caricaturer cette histoire-là de GameStop par de Stop Game, parce qu'il y a eu une intervention pour s'assurer que ceux qui avaient parié sur la mort du stock, donc de l'entreprise, se sont fait prendre à leur propre jeu par une gang de petits jeunes de la génération Y sur Reddit. Et comment on a pu réussir à freiner l'hémorragie, bien qu'au final, je pense que le broker en question a fait faillite, ça a été par une intervention. Donc, on parle finalement de Robinhood qui est un one single point of failure. Et si, en fait, on avait eu, dans le cas dans ce cas-ci, l'équivalent d'un Robinhood décentralisé, distribué, où est-ce qu'il n'y a pas personne qu'on peut appeler pour, en bout de ligne, faire changer les lignes de code ou appliquer certaines pratique pour freiner l'hémorragie de quelqu'un qui, au final, triche avec, excusez-moi, c'est très éditorial, mais quand on short, on triche, et quand on parie sur la mort d'une entreprise, c'est de tricher aussi. Il y a du monde qui font de l'argent avec ça. Alors, et si ça avait été distribué, qu'est-ce qui se serait passé? Clairement, ça aurait été une autre histoire. Et là, ce qui se passe dans notre milieu, c'est que la finance se décentralise et on est dans le DeFi ou le Decentralized Finance. Alors, en opposition avec le CeFi, donc le Centralized Finance, et j'aime bien dire le Sci-Fi, c'est-à-dire la finance-fiction, où est-ce que souvent, il y a beaucoup de produits toxiques qui sont adossés au final à rien. On l'a vu en 2008 avec le scandale des papiers commerciaux. Ceci dit, David a ouvert la porte sur le concept de tokenisation. Et c'est ça qui est assez disruptif en finance, c'est qu'on peut transformer à peu près n'importe quel actif ou propriété en quelque chose qui peut devenir une valeur mobilière. Je voulais juste faire une petite entrée sur les deux types de tokenisation qui existent présentement. Donc, la notion de fongibilité ou non-fongibilité. Alors, dans le cas du token ERC 721, qui est un des tokens qui est écrit en code Solidity, et c'est dans l'environnement d'Ethereum, ça nous permet de reproduire la rareté dans l'environnement numérique, c'est-à-dire que chacun des tokens est unique. Alors, on a toute cette histoire-là avec les CryptoKitties qui, au final, sont ni plus ni moins que le concept d'une carte de hockey. Qu'est-ce qui fait que Wayne Gretzky vaut cher? C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, etc. Donc, on a reproduit ça, et ceux qui ont inventé les CryptoKitties, c'était juste pour faire une preuve de concept comme quoi on pouvait se servir des tokens pour reproduire le concept d'unité unique. Or, il y a la possibilité aussi d'avoir des tokens fongibles qui sont ni plus ni moins l'équivalent de l'argent. C'est-à-dire, je vous donne, Vincent, je te donne 20 $ et tu me donnes le 20 $ que tu as dans ta poche. Au final, c'est pas le même 20 $, mais ça change pas grand-chose parce que c'est plutôt la valeur que ça représente qui vaut quelque chose au final que le numéro de série écrit sur le billet. Donc, on est dans ce contexte-là, vraiment dans la reproduction, si on veut, de l'argent liquide. La possibilité d'utiliser des contrats intelligents nous bascule complètement dans le futur où est-ce qu'on peut avoir un contrat, donc smart contract, qui n'est plus ni moins l'équivalent d'un robot administratif. Alors moi, je viens du milieu de la musique. En gros, c'est l'équivalent d'avoir une source de revenus. On regarde qui, dans le chiffrier Excel, possède combien. On reçoit, dans le fond, cette source de revenus-là. On envoie les différents chèques ou les virements bancaires. Et ça, ça coûte 30 cents et 2,9% à chaque fois qu'il y a un mouvement de valeur. Et donc, évidemment, il faut s'assurer aussi que les gens qui s'occupent du chiffrier Excel en question ne soient pas en vacances, bien sûr. Donc, avec la tokenisation, donc et les contrats intelligents, on est capable d'avoir ni plus ni moins l'équivalent de dollar canadien, comme on parlait de stablecoin tantôt. C'est un token ou un jeton numérique qui a la propension de valoir exactement la même chose qu'un dollar canadien, mais il a aussi la spécificité de pouvoir être envoyé à un contrat intelligent. Et de cette manière-là, un contrat intelligent, je le vulgarise de cette manière-là, c'est comme si on envoyait de l'argent à ce contrat-là et son réflexe, son auto-exécution qui se trigger par la réception d'une valeur, c'est de répartir en temps réel
les sources, la source en différentes sommes qui sont envoyées dans les crypto-portefeuilles de chacun des ayants droit en musique ou les propriétaires qui ont le droit à leur juste part, les copropriétaires ou les stakeholders, les gens qui reçoivent des dividendes, c'est exactement le même principe. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le projet sur lequel je travaille présentement, ça s'appelle Smart Split, on se sert des tokens, donc ERC 20 pour pouvoir répartir des revenus. Mais à terme, on serait vraiment bien placé pour pouvoir tokeniser la tarte de la propriété intellectuelle ou du droit d'auteur et même d'aller dans le socio-financement ou transformer chacun des fans d'une chanson en fan-vestor. C'est-à-dire que si on a 1 million de tokens pour un auteur et un compositeur qui ont chacun 50-50, ben, en émettant un autre million de tokens, soudainement, ben, on a 50% qui est disponible au marché, qui peut être acheté par les fans et l'autre 50% qui est divisible en deux, cette fois-ci où l'auteur-compositeur ont leur juste part. Donc, c'est une manière de pouvoir aller chercher du financement dans les poches des gens, mais pas contre une contrepartie du genre donne-moi de l'argent sur la plateforme de crowdfunding préférée, puis je vais te donner un t-shirt et un album autographié, puis on va prendre une bière ensemble au lancement. Ce qui est assez fastidieux aussi à rendre comme contrepartie, alors que dans 2/3 des cas, il y a des gens aussi qui sont des fans, mais qui aiment aussi répondre à la question « What's in it for me? » Donc, si je te donne de l'aide financière pour ton projet, est-ce que je pourrais éventuellement partager tout ça? Si on regarde, évidemment, on est dans un contexte que sera la finance dans 10, 20, 30 ans. Pardon? Il va falloir conclure, Guillaume. Je conclus parce que ça donne bien, c'est ma dernière slide. Alors, si on est dans un contexte actuel où on se demande où on va être dans le temps, clairement, en 2018, du moins, puis c'est à peu près la même chose en 2019, on voit que le concept de blockchain dans le hype cycle qui est évalué par Gartner, le hype cycle propose que finalement, l'ordre l'espèce d'horizon où est-ce que la blockchain et les technologies distribuées, si on veut, décentralisées, que ça sous-tend, l'adoption du grand public va être beaucoup plus de l'ordre de 2022 à 2027. Donc, c'est à peu près le timeline dans lequel on se retrouve. Et déjà, on voit que le milieu de la finance commence à vendre des titres adossés au Bitcoin. Hein, c'est ce qu'on voit. Mais il y a un bon vieux dicton dans le milieu qui dit « Not your keys, not your coin ». Fait qu'il faut faire très attention. Si vous voulez acheter des crypto-actifs, faites attention de les recevoir directement dans votre crypto-portefeuille, auquel cas vous êtes votre banque et vous êtes responsable de ne pas perdre votre clé privée ou votre mot de passe. J'arrête là.